Christian Daigle, président du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. Comment ça va, Christian? Ça va bien, merci beaucoup. La dernière fois qu'on s'est parlé, il y a 2 semaines, tu te préparais à aller participer aux États généraux sur la fonction publique que Québec accueillait. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Plusieurs syndicats de la fonction publique ont partagé avec nous leurs idées. Des groupes de la société civile également, donc des gens qui défendent les citoyens devant la machine gouvernementale. Également des universitaires qui sont venus, des étudiants qui sont venus, des groupes également externes, comme Nature Québec était là également aussi. Donc, tous des groupes Nature sont venus. Québec? Oui, effectivement. Il y a un intérêt avec la réalité gouvernementale. Ils font affaire avec le ministère des Ressources naturelles, ils font affaire avec différents ministères aussi, les inspecteurs en environnement, tout ce qu'on peut imaginer, la CEPAC également aussi. Donc, on avait tous ces gens-là qui étaient avec nous pour partager un peu leur vision de la fonction publique du 21e siècle. Donc, on a partagé pendant 2 jours, on a adopté au-dessus de 59 propositions qui étaient adoptées, effectivement, et on va, par la suite, mettre ça dans un livre pour pouvoir aller plus loin, pour faire des revendications. Ce livre-là va pas juste être au SFPQ parce qu'il était le fruit d'un travail de 2 années complètes avec ces groupes-là. Et on va le partager avec l'ensemble des groupes qui ont fait partie de ça, puis avec les autres qui voudront aussi faire des revendications au niveau du gouvernement pour avoir de meilleurs services publics, pour avoir des meilleurs services à la population aussi. 2 ans que vous avez travaillé sur ce sommet-là? Oui, effectivement. Ça fait 2 ans. Ton syndicat était... On était le fer de lance un petit peu parce que c'est nous qui l'avons financé au complet, c'est nous qui l'avons amené à travers nos propositions du dernier congrès de 2021. Donc, pendant 2 ans de temps, on a partagé au niveau de tout ce qu'il y avait comme demande. On a fait des questionnaires également pour voir qu'est-ce que les groupes, les syndicats voulaient, de qu'est-ce qu'on voulait jaser, de qu'est-ce qu'on voulait débattre. Donc, on a parlé d'intelligence artificielle, on a parlé de prestations de services, on a parlé de la dématérialisation des services, le taylorisme, mais également aussi le fait de tout saccader en séquence le travail. Donc, la chaîne de production. Exactement. Donc, un agent d'aide socio-économique s'occupe plus de quelqu'un qui est dans l'aide sociale quand il rentre, puis s'occupe de son dossier jusqu'à la fin, mais il va s'occuper juste de l'admission, on va s'occuper juste de la prestation, on va s'occuper de la remise au travail. Donc, c'est toutes des choses qu'on a abordées à travers ça. On a parlé de cette question-là. Personne n'a de vue d'ensemble sur le processus. Exactement. Ça déshumanise les processus. Tout à fait. On avait des panélistes, on avait des échanges qui se faisaient devant les gens, on avait des ateliers après ça aussi. Donc, c'était 2 journées bien remplies. Mme Louise Arel était également notre invitée d'honneur pour faire le mot d'ouverture. Elle a participé avec nous pendant 1 journée et demie de temps. Donc, c'était vraiment intéressant comme 2 journées de débat. De discussion, oui, c'est ça. Tu veux nous parler d'une étude de l'Institut de la statistique du Québec qui porte sur des écarts salariaux, c'est ça? Oui. Exactement. À chaque année, l'ISQ, l'Institut de la statistique du Québec, fait sa comparaison des salaires entre les employés des services publics et le reste des groupes de la société civile. Donc, on prend la grande entreprise de 200 employés et plus, on prend les universités, on prend les administrations municipales, l'administration fédérale également, puis on fait un comparatif des salaires. Et à chaque année, on voyait qu'il y avait un écart qui grandissait. Donc, ça date pas d'hier, là. Cet institut-là est indépendant du gouvernement, est indépendant des syndicats, donc fait ses études par elle-même. Et il y avait dans les tout débuts un écart favorable au niveau des salaires au niveau des syndiqués du gouvernement du Québec, avec les lois spéciales, avec les écarts, avec le peu d'augmentation salariale qu'on a eu à travers différentes années. On a pris un retard et c'est ce qui faisait dans les dernières années aussi que les gens, de notre côté, allaient beaucoup plus travailler à l'extérieur. Ils venaient prendre l'expérience dans la fonction publique québécoise et après, ça en allait travailler ailleurs pour de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail. Puis, les écarts allaient, même l'an dernier, c'était jusqu'à 11% d'écart, alors qu'on a réduit cet écart-là avec les dernières augmentations salariales de la convention qu'on vient de signer. Donc, on a baissé. Si on prend le salaire global, avant les négociations, on était à 16,6, je dis à 11, mais là, maintenant, on est rendu à 11%. Si on inclut les avantages sociaux, maintenant, l'écart se réduit à 2,1%. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour les membres que je représente, mais c'est une bonne nouvelle également pour les citoyens et citoyennes parce que les gens, avec un salaire égal, seront moins tentés peut-être d'aller ailleurs. Donc, on va ça rend le public plus attractif. Ben oui, le travail dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, c'est important. On va avoir de la rétention de main-d'œuvre aussi. C'est intéressant pour le gouvernement aussi de notre côté parce que quand le gouvernement embauche quelqu'un, qu'il faut qu'il le forme, ça coûte plusieurs milliers de dollars. Le processus d'embauche, la formation également qui va durer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans dans certains corps d'emploi et après, on perd ces personnes-là. Donc, il faut recommencer le processus. Donc, c'est pas des gens qui vont être capables de donner une pleine mesure de leur capacité parce qu'on est en processus d'accaparer les connaissances. Donc, ils sont capables d'être
pleinement fonctionnels. Donc, si ces gens-là demeurent dans la fonction publique, ben, c'est des meilleurs services publics qu'on va avoir. C'est des gens, puis des services publics qui vont coûter moins cher également à la population. Puis là, comme je le dis, il faut comprendre qu'on compare des pommes avec des pommes. Donc, un technicien en administration se compare pas, mettons, avec quelqu'un qui travaille à l'épicerie ou quelqu'un... Donc, on prend vraiment des emplois comparables entre la grande entreprise de 200 employés et plus, le municipal, le fédéral, les universités et nous autres dans la fonction publique. Donc, c'est tout ça qui est regardé à chaque année. Et là, on voit justement que la tendance, elle va de l'autre côté, de ce que ça diminue l'écart entre les différentes administrations. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle au moins de ce côté-là. L'objectif, j'imagine, c'est de faire en sorte que le public ne soit plus qu'une école où les gens vont se former, puis après ça, vont travailler dans le privé, mais au contraire, un lieu de travail où on fait toute sa carrière de A à Z. Ben effectivement, puis comme ça se faisait avant aussi, il y avait une blague qui circulait dans le coin de Gatineau, on s'appelait le CFF, le Centre de formation pour le fédéral. Parce que les gens venaient... Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il y a un écart aussi entre la fonction publique québécoise et le fédéral. Ah ben oui, beaucoup. Et encore présentement, là on parle du calcul général, mais si on prend juste l'administration publique municipale et fédérale, on a encore un écart présentement qui tourne autour de 16,6 % environ. Donc, si on prend les employés de bureau, c'est 12,8 %. Le personnel technique, 12,8 le personnel technique, 14 % personnel de bureau, mais les ouvriers, c'est 30 % d'écart avec les autres administrations publiques. Y compris le municipal? Y compris le municipal, surtout le municipal, parce qu'au niveau du gouvernement provincial, souvent, on a eu des lois spéciales ou des décrets qui sont venus dicter les salaires, alors qu'au municipal, on n'a pas cette possibilité-là. On sait qu'à l'époque, le maire Coderre à Montréal, le maire Labaume à Québec réclamait les mêmes pouvoirs de la part du provincial et ça n'a pas été accordé. Donc, de pouvoir décréter les salaires. Mais ils l'ont fait au niveau du gouvernement du Québec. La dernière fois, c'était en 2005 avec le gouvernement de M. Charest, puis la loi 142 qui a été adoptée, qui est venue donner 27 mois de gel salarial et après ça, des augmentations de 2 % pendant les 4 années qui suivaient. Donc, tout ça fait qu'on retardait un petit peu les augmentations qui étaient prévues. On prenait du retard aussi par rapport au salaire des municipalités et du fédéral. Puis le fédéral, c'est la même chose. Dans la région de Québec, il y a quelques ministères également au niveau fédéral. À Montréal, il y en a beaucoup également aussi. Et surtout Gatineau. Donc, nos employés au niveau provincial commençaient au gouvernement du Québec et après ça, traversaient la rivière, ça allait travailler du côté fédéral. Ouais. Je peux voir ce qu'il y avait de frustrant là-dedans. Tout à fait. Pour vous. Et puisqu'il est question de négociation entre l'employeur et ses syndiqués, on a appris cette semaine que la ministre Lebel voulait, ou en tout cas a manifesté la volonté qu'on revoie le processus de négociation entre l'État et ses syndicats, entre le gouvernement québécois et ses syndicats. Ce qu'on comprend, c'est qu'elle veut davantage de latitude, évidemment, pour la partie patronale. Ben, en partie, oui, mais on va laisser la chance au coureur. Tu sais, on sait que la loi 37, celle qui encadre le régime de négociation dans la fonction publique, date de 40 ans. Bon, il y a des choses à revoir là-dedans. Dans le passé, à chaque fois qu'un gouvernement a voulu revoir ça, puis de ma carrière, je l'ai vu 2 fois, parce qu'il y a eu des projets de vouloir remodeler un petit peu le mode de négociation, on voit que l'employeur voulait tirer à couvert de son côté. Cette fois-ci, on n'a pas eu d'indication encore sur qu'est-ce qui va être revu, puis comment ça va être revu. Donc, on laisse la chance à Mme Lebel puis au gouvernement. On espère que ce ne sera pas comme dans le passé, qu'on va vouloir vraiment revoir le mode de négociation et le faire de façon bilatérale. Donc, de ne pas juste tirer la couverte de son bord pour avoir des avantages et empêcher la grève. Parce qu'on sait qu'il y a également une des façons de l'employeur de vouloir, c'est de vouloir empêcher la grève. Et ça, à travers les années, ça a été mis à mal de par différentes contestations qu'il y a eu au niveau fédéral, donc la Cour suprême. Au départ, il y avait Health Services en Colombie-Britannique qui est venu donner un petit coup dans les jambes du gouvernement. Et après ça, il y a eu l'arrêt Saskatchewan qui a eu lieu en 2015, qui lui est venu enchasser le droit de grève dans la Charte canadienne. Donc, les gens qui sont syndiqués peuvent avoir le droit de faire la grève. Parce que en Saskatchewan, ce qu'ils avaient fait à l'époque, c'est qu'ils avaient empêché les employés. Donc, avant même que les employés puissent exercer leur droit de faire la grève, ils avaient passé une loi spéciale. Et ça, le syndicat s'était défendu en disant, ben, ils viennent brimer notre droit. Et ça, la Cour suprême a reconnu ce droit-là. Donc, au Québec, il y avait en 2017 l'ANEC également, les avocats notaires de l'État, qui avaient fait la grève pendant, je pense, 8 semaines ou 3 mois même à ce niveau-là, en 2017. Et il y avait une loi spéciale qui était venue les ramener au travail. Le gouvernement a perdu ses recours à travers les contestations qu'il y a eu de l'ANEC et donc ont dû négocier les salaires. Aujourd'hui, Mme Lebel dit, il faudra peut-être revoir l'ensemble du régime pour voir comment on peut déterminer ça. Si c'est une façon neutre et indépendante de revoir, mettons, les salaires, de revoir différentes choses,
on n'a aucun problème à vouloir s'asseoir avec l'employeur et regarder ça et apporter des modifications à cette loi-là. Il y a des choses à améliorer, certainement. Qu'est-ce qui cloche avec la loi actuellement? Qu'est-ce qui est suranné? C'est la façon de faire en général, je dirais, au niveau du gouvernement puis de la négociation. Ou est-ce que les négociations sont toujours à deux niveaux? On peut négocier au niveau de la table centrale, donc les salaires, régime de retraite, les droits parentaux, disparités régionales, et après ça, on négocie les clauses sectorielles. On peut les faire de différentes façons, comme la dernière fois, ils ont négocié la santé et l'éducation, alors que nous, dans la fonction publique, on a été mis de côté. Donc, on a attendu que la négociation se fasse ou soit très avancée du côté de la santé et de l'éducation parce que le gouvernement accordait son importance là. Mais nous autres, dans la fonction publique, qu'on pense à nous, puis les autres syndicats de la fonction publique comme le SPGQ puis les petits syndicats indépendants, on n'était pas mis à l'avant de la négociation. Ouais. On nous rencontrait, on faisait la négociation, effectivement, mais sans avoir d'offres sérieuses. On était tout le temps un petit peu à une semaine, 2 semaines en arrière de ce qui se faisait dans la fonction publique au niveau des offres. Donc, de ce côté-là, on pense qu'il doit y avoir quelque chose peut-être qui doit être remodelé pour que tout le monde puisse travailler en même temps de la même manière aussi. Ouais. Donc, de ne pas être mis un petit peu de côté, comme également les unités parapubliques présentement. Ils attendent que notre négociation à nous se termine au niveau des fonctionnaires. Et là, on a des mandats qui sont donnés pour les petits organismes dans la fonction publique aussi ou les autres syndicats de la fonction publique. Ouais. Donc, pour nous, on pense que oui, il y a des choses à améliorer, il y a des choses à mieux planifier à travers cette négociation-là à venir. Alors, il faudra voir en 2025 ce que Mme Lebel entend exactement par revoir le processus de négociation entre l'État et ses syndicats. Ben, exactement. Puis on espère justement qu'elle va nous tendre la main pour qu'on participe à ce processus-là et puis qu'on puisse justement arriver à une nouvelle façon de voir les choses qui va peut-être aider les citoyens aussi. Consensuel. Ben oui, c'est ça, également, à pas avoir cette problématique-là à travers le temps de moyens de pression ou de choses qui vont amener des inconforts au niveau des citoyens dans la prestation de services des gens. Christian Daigle, président du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. Merci beaucoup d'être passé ce matin. On se revoit en janvier, Christian, j'espère. Ben oui, certainement. Si j'ai l'invitation, ça me fait plaisir de revenir. Ben, j'adore tout le temps ça, venir en discuter. Ici, il y a ton nom sur la chaise. Ben, c'est parfait. Je te souhaite des joyeuses fêtes à toi, puis ainsi qu'à ton équipe, ainsi qu'à toutes les personnes qui nous écoutent. Merci beaucoup, bye. Merci, au revoir. Vous voulez entendre des témoignages?